attend cette guerre sans savoir exactement quand elle va démarrer. Cette attente fait courir des rumeurs de plus en plus extravagantes sur ce qui va se passer, fait naître beaucoup d'angoisse chez pas mal de gens. Beaucoup de gens qui disent je reviendrai jamais au kibbutz, je vais déménager. D'autres qui sont partis à l'étranger qui finalement sont revenus. J'en suis moi à titre personnel dans l'attente que cette guerre débute, qu'on règle ce problème une fois pour toutes, que cette situation est intolérable et ne pourra pas durer éternellement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Nathan Lévy-Falk. Nathan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à vos éditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes médecin orthopédiste à l'hôpital de Nahariya, l'hôpital, un des grands hôpitaux du nord du pays, mais vous êtes également habitant déplacé actuellement du kibbutz de Rosh Hanikra, qui est vraiment à la pointe nord, sur l'ouest du pays, au bord de mer. Donc ce kibbutz qui est à la frontière entre Israël et le Liban. Actuellement, vous êtes déplacé dans un hôtel à proximité de Nahariya, on va dire, plus ou moins, mais vous allez régulièrement dans votre kibbutz et vous travaillez donc dans cet hôpital de Nahariya. Je voudrais avec vous essayer de faire un point sur la tension oui, que l'on perçoit dans le centre, à Jérusalem, à Tel Aviv, mais je voudrais que vous essayiez de nous la concrétiser, parce qu'on a un peu de mal. Quelle est la vie que mènent aujourd'hui ceux qui sont encore restés, on va dire, dans cette partie nord du pays? Alors, je crois que le plus simple, c'est peut-être de reprendre l'historique des choses, telles que les choses ont évolué, se sont passées, parce que c'est une situation à laquelle on a dû s'adapter progressivement, qui était totalement inattendue, et c'est vraiment une horreur absolument sans nom, à laquelle personne n'était vraiment préparé. Le 7 octobre, moi j'étais de garde, et très tôt le matin, j'ai entendu parler d'un mort de roquette, ce qui est dramatique, mais malheureusement trop habituel en Israël. Et c'est petit à petit, au cours de la journée, que les informations ont fini par arriver. Ce qui est assez curieux, quand je suis rentré dans l'après-midi chez moi après les blocs, j'ai eu la surprise de constater que la plupart de mes voisins avaient quitté le kibbutz déjà, donc avaient déjà compris qu'il se passait quelque chose d'extrêmement grave. Alors que la preuve était faite, je n'étais pas encore tout à fait assez israélien pour percevoir ces éléments. Les 15 jours qu'on suivi, en ce qui me concerne, j'ai erré de gauche et de droite chez des amis à droite et à gauche, alors que le kibbutz, l'État et la région ont parfaitement organisé le rapatriement, enfin le placement des habitants dans les hôtels environnants. En ce qui me concerne, j'ai continué à dormir et à retourner au kibbutz assez régulièrement parce que je trouvais que c'était ma place et je ne savais pas aller ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que les routes étant fermées, j'ai dû rejoindre l'hôtel puisque j'étais de garde à l'hôpital et qu'il fallait que je puisse sortir et rentrer facilement du kibbutz. On a aperçu chez les habitants qui ont été déplacés, qui sont ici, qui sont pour la plupart des habitants de toute la bande nord, kibbutz Rosh Hanikra et des kibbutzim à côté, une espèce de lassitude progressive qui s'est emparée d'à peu près tout le monde, qui m'a fait penser un peu aux phases du deuil qu'on voit en médecine, où lorsqu'on annonce un événement assez grave. Et on a eu une phase de sidération, vraiment de sidération chez les personnes qui ont été déplacées, une phase d'incompréhension, une phase de déni, une phase de discussion, de négociation, et finalement une phase d'acceptation de la situation telle qu'elle est, avec, et c'est ça peut-être le principal problème, une absence d'échéance à court, moyen ou long terme sur cette situation. Ce qui fait courir beaucoup de rumeurs. Alors, on peut bien sûr pas en vouloir ni au gouvernement et encore moins à l'armée de ne pas nous tenir informés de ce qui se passe dans cette situation totalement inhabituelle, mais on a une espèce de silence, d'angoisse qui s'installe petit à petit chez les gens sur leur avenir à court, moyen et long terme. C'est ça, parce que il faut souligner, docteur Lévy-Falk, que contrairement aux habitants du Sud, et même les habitants du Sud ne savent pas exactement quand est-ce qu'ils vont rentrer, mais au moins ils ont une sorte de perspective par le fait que l'armée israélienne essaye de détruire le Hamas dans la bande de Gaza. Mais vous, pour l'instant, on est dans une phase où la guerre n'a pas véritablement commencé. Il s'agit d'un conflit, on va dire, lancinant, comme ça, latent. C'est la guerre, mais c'est pas encore la guerre, c'est ça? Absolument, en fait, on a une situation pratiquement d'attente. On attend cette guerre
sans savoir exactement quand elle va démarrer. Alors, cette attente fait courir des rumeurs de plus en plus extravagantes sur ce qui va se passer, fait naître beaucoup d'angoisse chez pas mal de gens, beaucoup de panique et beaucoup de réactions. On entend beaucoup de gens qui disent je reviendrai jamais au kibbutz, je vais déménager. D'autres qui sont partis à l'étranger, qui finalement sont revenus, qui sont voilà. Mais j'en suis moi à titre personnel et je ne vais pas faire en nom personnel. Dans l'attente que cette guerre débute, on règle ce problème une fois pour toutes, que cette situation est intolérable et ne pourra pas durer éternellement. Alors, pour vous, qu'est-ce que d'abord, je voudrais savoir. Vous m'avez dit hors tête que vous retourniez régulièrement, de temps en temps, en tout cas, à Rosh Hanikra. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du kibbutz? Est-ce que le kibbutz, qui a des terres, je suppose, des cultures, comment on s'organise pour maintenir un semblant de normalité dans ce kibbutz? Alors, c'est assez incroyable. C'est vraiment un stigmate du peuple juif. Il y a une organisation qui s'est mise en place de façon spontanée, d'une efficacité qui est extraordinaire, aussi bien sur la prise en charge par l'État. Je vois même la Poste, la Poste arrive à redistribuer le courrier, c'est totalement hallucinant. Ils ne recherchent personne par personne où faire acheminer le courrier, où sont les habitants, dans quel hôtel sont-ils, etc. Et dans le kibbutz même, il y a une organisation qui s'est faite autour des soldats qui sont présents dans le kibbutz et de la Kitat Konenu. Donc j'y retourne moi régulièrement, donc je vais avec eux, je vais avec l'armée, je vais avec la Kitat Konenu, on discute, on essaie d'oublier ce qui est en train de se passer, ce qui nous attend à très court terme. Mais l'organisation même dans le kibbutz est assez surprenante. On a encore des gens qui s'occupent de nettoyer les rues, de ramasser les poubelles, de nettoyer les parterres de fleurs, etc. etc. C'est vraiment étonnant et vraiment, je suis très agréablement surpris. C'est une chose auquel je ne m'attendais pas. Alors qu'il y a des dégâts dans le kibbutz, ils sont pas énormes, mais il y a eu des dégâts. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire par exemple lorsqu'on est au kibbutz de Rosh Hanikra, on discerne de manière distincte des explosions, des bombardements, les tirs du Hezbollah, les ripostes de l'armée israélienne? Oui, sans arrêt, ça n'arrête pas. Alors, il y a eu plusieurs roquettes, les roquettes c'est quotidien, mais généralement elles tombent plutôt à côté, ou à proximité, mais pas dans le kibbutz même. Ce qu'on a beaucoup, ce sont des boulets de canon, des missiles anti-chars et des fusillades. Les fusillades, c'est permanent. Moi, j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos que j'ai enregistrées sur ces fusillades. Alors, on se regroupe, on tire, on sait pas sur quoi exactement, parce qu'on va dire on voit pas grand-chose. Et on sent qu'ils sont pas loin. Ma maison est à 200 mètres de la frontière, donc je suis vraiment en première loge pour examiner tout ça. Juste une question subsidiaire. La finule, elle existe quelque part par là-bas? Ah, la finule, voilà une bonne question. La finule, si la finule avait un jour servi à quelque chose, ça se saurait. La finule, on ne l'a jamais vue, on ne l'a jamais entendue, on ne sait pas ce qu'ils font. Les débuts de cette guerre larvée, ils se sont terrés dans leur je suis désolé, ça fait un bruit à Tarlin, dans leurs abris, et on n'a jamais entendu parler ni vu qui que ce soit de ce côté-là. Heureusement, il y a une grosse dalle de salle qui est juste à côté de Rosh Hanikra, qui est sur la frontière, là où il y a des grottes en particulier. Alors, c'est un gros avantage qu'on a l'armée à proximité, c'est aussi un gros inconvénient parce que cette base militaire attire comme un aimant les obus et les attaques. Oui, oui. Alors concrètement, maintenant, on parle de cette guerre et vous disiez à l'instant que vous vouliez d'une certaine manière voir crever l'abcès d'une certaine manière et voir que cette guerre commence pour régler une fois pour toutes le problème. La première question que je voudrais poser, c'est quoi régler le problème? Est-ce que par exemple, repousser le Hezbollah au-delà du Litani, ou même ne serait-ce que le repousser quelques kilomètres au nord, c'est quelque chose qui pourrait rassurer la population israélienne du nord du pays, ou c'est pas suffisant, il faudrait plus de garanties? Alors, rassurer la population en repoussant le Hezbollah au nord, c'est sûr que ça rassurerait beaucoup de gens. Maintenant, je pense qu'il faudrait voir ça avec un expert militaire. Est-ce que c'est suffisant, surtout maintenant, après tout ce qui s'est passé, de les repousser au-dessus du Litani? J'ai fait mon service militaire il y a quelques années déjà, je suis un grand stratège, je peux faire un petit peu toutes ces choses-là, et j'ai pas l'impression qu'on réglera le problème juste en les repoussant vers le nord. C'est
ma vie intime. En ce qui concerne les gens, c'est certain que le savoir plus à distance rassurerait tout le monde. Alors, concrètement également, la guerre, on le sait, c'est-à-dire, et toujours, on a fait la comparaison ces dernières années entre le Hamas et le Hezbollah. On a dit, le Hamas, ce n'est que un hors-d'œuvre par rapport au plat de résistance que serait le Hezbollah. Alors, le hors-d'œuvre, on est en train de le digérer. Il n'est pas facile à digérer aussi, du côté de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut attendre le nord d'Israël ou même le centre d'Israël si on rentre véritablement dans cette phase de guerre totale? C'est indiscutablement oui. Je crois que le Hamas, sans vouloir vulgariser la situation, ce qui se passe dans le sud, parce que c'est une des guerres les plus difficiles qui soit. On sait que la guerre la guerre urbaine est une guerre atroce, et là c'est même une guerre de souterrain. Donc c'est absolument inimaginable ce que doivent endurer nos soldats dans le sud. En ce qui concerne le Hezbollah, on est là face à une situation où on a un ennemi qui est quand même beaucoup plus entraîné, qui est largement plus équipé, et qui a comme soutien immédiat derrière l'Iran. Ce qu'on n'a pas le Hamas. C'est un proxy, on va dire, presque éloigné et presque satellite de l'Iran, mais le Hezbollah, contre lui, c'est un proxy avec une proximité immédiate l'Iran. Donc on sait que cette escalade fait planer un risque. Jusqu'où peut faire planer ce risque? Jusqu'à un conflit avec l'Iran, l'entrée en jeu des États-Unis. À mon avis, tout est possible. Je crois que seuls les militaires pourraient répondre directement à cette question, mais c'est un risque majeur. Alors, je vais vous poser une question puisque vous êtes médecin et donc médecin à l'hôpital de Nahariya. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on en a parlé hier, on a le ministère de la Santé a publié des données assez effrayantes sur le nombre de blessés depuis le début, depuis le 7 octobre. On parle de 12 000 blessés. Ce sont les soldats, bien sûr, mais aussi les civils qui ont été blessés le 7 octobre ou au cours des premiers jours de la guerre. Est-ce que vous avez des estimations est-ce que, par exemple, votre hôpital est préparé à une guerre de cette envergure avec un nombre effrayant, on peut dire, de blessés, de victimes? De quoi on parle quand on parle d'une guerre généralisée sur le plan médical, sur le plan des hôpitaux du nord du pays? Je pense à votre hôpital, à l'hôpital Ziv de Sfat et à l'hôpital Rambam, qui est le principal hôpital du nord. Et on a malheureusement cette expérience dans le Nord, c'était le cas de la guerre du Liban en 2006, de faire front à ces situations. À l'heure actuelle, tout l'hôpital a été descendu d'un étage en sous-sol, en zone protégée, où tous les lits ont été placés. Le bloc opératoire, la réanimation, tous les services vitaux sont des espaces qui sont parfaitement protégés et qui ne risquent pas grand-chose. Et depuis, cette situation a été mise en place dès le début octobre, donc assez rapidement, ce qui fait qu'on a cessé toute activité réglée. On a arrêté les prothèses, la petite chirurgie, toutes ces choses-là, pour se consacrer à la chirurgie de guerre essentiellement. On a eu des séances de formation, de reformation sur la chirurgie de guerre, quoi faire en cas de plaie par balle, quoi faire en cas d'explosion de roquettes ou de choses comme ça, ce qui était, pour la plupart d'entre nous, des choses déjà connues. Mais l'hôpital est prêt, l'hôpital de Nahariya est prêt, l'hôpital de Rambam également, et l'hôpital de Tzfat aussi. Donc on est prêt à se répartir les patients en cas d'afflux massif de blessés. On a cette capacité, grâce à Dieu, de pouvoir prendre en charge tous ces patients dans les meilleures conditions possibles. Alors, on vous écoute et vous décrivez de manière très précise, avec beaucoup de calme, cette situation qui semble presque apocalyptique. Quelque part, est-ce que que pensent les habitants aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui, et je reviens, c'est un peu à ma première question, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que les habitants commencent à fatiguer ou à fatiguer face à ce défi qui ne se concrétise pas pour l'instant? Oui, difficilement. Alors, il y a un élément qui est quand même très positif. Moi, ce qui me fascine dans le peuple israélien, c'est que on a retrouvé cette unité d'avant tous ces conflits politiques, ces discussions, etc. Il n'y a plus de discussions politiques le soir dans l'hôtel, il y a des groupes qui s'installent.
On a tous le même sentiment que quand on entend dire finalement vous êtes à l'hôtel, c'est pas plus mal. C'est bien l'hôtel quand on y va 10 jours en famille et voilà, point terminé. Quand on y est depuis 3 mois, ça commence à devenir un peu épuisant, même si on est que des gens très sympathiques. On a ce sentiment dans les discussions un peu, c'est que tout le monde espère que quelque chose se passe pour abréger cette attente qui est une souffrance. On sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas quand ça va se produire, on ne sait pas dans quelles conditions ça va se produire, quelles vont être les conséquences pour la vie quotidienne. Les gens sont inquiets pour leur maison, par exemple. Il a fallu s'organiser. Alors, les gens vont acheter des vêtements, ce que j'ai vu aussi dans les commerces locaux, ce qui fait marcher le commerce, ce qui n'est pas plus mal. Mais on a cette lassitude de l'attente, qui est une forme d'acceptation, mais aussi de résignation avec colère. Et non pas une colère contre l'armée ou le gouvernement, mais une colère contre ces gens qui sont des fous furieux fanatiques. Il n'y a même pas de mots à décrire. Et j'ai le sentiment que beaucoup de gens comme moi pensent qu'ils souhaitent, espèrent qu'il se passe quelque chose rapidement pour qu'on sorte de ces situations. Eh bien, professeur Nathan Lévy-Falk, merci beaucoup de nous avoir décrit cette situation de manière aussi précise, même si effectivement cette description est peut-être parfois un peu effrayante ou inquiétante. Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère qu'on aura l'occasion de se parler dans des circonstances, on va dire, on espère bien entendu plus positives, plus encourageantes. Merci de nous tenir au courant de ce qui se passe dans le nord du pays, dans votre kibbutz de Rosh Hanikra et dans le nord du pays, bien entendu, à l'ombre de cette guerre larvée qui se déroule entre Israël, entre Tsahal et le Hezbollah. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Am Israël, merci Daniel.